Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 18. Pour un communisme libertaire. Nous nommons ce projet communisme libertaire, non par référence au courant communiste marxiste-léniniste, mais dans la continuité d'un courant plus ancien et plus large, anarchiste, syndicaliste, conseilliste, anti-autoritaire. Par communisme, nous entendons la mise en commun des moyens de production, sans appropriation privée ni privative, décentralisée, c'est-à-dire sans classe et sans État, et la répartition des richesses créées en fonction des besoins de chacune et de chacun. Par libertaire, nous entendons une société qui a pour objectif et pour condition l'émancipation des individus, qui passe par l'égalité économique et sociale et par une démocratie fédéraliste et autogestionnaire. Le communisme libertaire, c'est le projet d'une société en évolution, animée par un processus révolutionnaire permanent qui étend progressivement la société nouvelle sur toute la surface terrestre et qui gagne et intègre peu à peu toute la population. Contrairement au capitalisme prédateur, incapable de stopper sa fuite en avant destructrice pour la planète, le communisme libertaire peut réaliser l'équilibre entre les capacités productives, les besoins de la population et les capacités de la biosphère. Nous indiquons ici quelques grands axes de ce projet, tels que nous pouvons le concevoir dans sa première phase de construction, c'est-à-dire alors que toute la population n'a pas encore été gagnée, que la révolution a encore de nombreux ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, et qu'il faut faire avec l'héritage du capitalisme en matière de technologie, d'aménagement du territoire et d'inégalité sociale. Des rapports de production autogestionnaires. Le communisme tel que nous l'entendons repose sur 3 points indissociables. Primo, la socialisation des moyens de production et d'échange. Secondo, l'autogestion de chaque unité de travail. Tertio, la planification démocratique de la production. La socialisation, cela signifie que les moyens de production et d'échange sont une propriété sociale, un bien commun de toute la société, et sont placés sous la double responsabilité de fédérations industrielles, par exemple métallurgie, bâtiments, agroalimentaire, etc., et sous la responsabilité des échelons territoriaux les plus appropriés, les communes, les régions, la fédération, etc., etc. Chaque fédération industrielle est coordonnée par un conseil très large, formé de délégués, des travailleuses et travailleurs, issus des divers sites de production. L'affiliation de chaque site à une fédération industrielle garantit une logique de coopération et de complémentarité contre la logique de compétition et de concurrence qui prévaut dans le cadre du marché capitaliste. L'autogestion, cela signifie le pouvoir de décision des assemblées de travailleuses et de travailleurs avec liberté totale d'expression et vote démocratique. L'autogestion doit abolir la césure entre dirigeants et dirigés, la hiérarchie entre les métiers et, de façon générale, la parcellisation du travail. Dans l'autogestion, les responsables, délégués, coordinateurs et coordinatrices sont élus et révocables par les assemblées de base, tenues de mettre en œuvre les grands choix dans l'organisation du travail sur la base d'un mandat impératif. Le renversement des rapports de production implique une transformation radicale de la nature du travail. Les fonctions manuelles et intellectuelles, aujourd'hui séparées par le capitalisme, doivent être réunifiées. Chaque travailleuse et travailleur doit pouvoir participer à la conception et à la décision pour le processus de production et pour sa finalité. Son temps de travail incorpore des temps de décision, d'exécution et de formation continue. En ambitionnant avec l'embauche des chômeuses et chômeurs et avec la suppression des fonctions inutiles, une redistribution et une réduction massive du temps de travail. Cette désaliénation du travail remodèle profondément l'appareil productif et le rôle des technologies, avec des sites de production à taille humaine, plus aisés à autogérer, avec des technologies qui ne sont plus utilisées par les capitalistes pour intensifier l'exploitation,
mais sont adaptés aux besoins réels des collectifs de travail. La planification démocratique. Cela signifie que la production n'est plus guidée par la course au profit, mais par les besoins de la population. La valeur d'usage prend le pas sur la valeur marchande. Cependant, les besoins humains ne seront jamais objectifs. Ils sont fonction de données culturelles, d'aspirations personnelles, mais aussi de ce qui est matériellement disponible. La diversité des besoins appelle donc à une coexistence, la coexistence d'un mécanisme de planification générale et d'une sphère d'échange de biens qui sera à l'initiative des individus et des communautés. La planification doit recenser les besoins et orienter la production vers la satisfaction des besoins fondamentaux, dans le respect des impératifs écologiques. Logement, alimentation, déplacement, santé, formation, de façon ni concurrentielle ni contradictoire. La sphère d'échange spontanée doit permettre l'accès de chacune et de chacun à des commerces et services de complément. Une démocratie directe et fédéraliste. La différence entre État parlementaire et fédération autogestionnaire est radicale. Renversement du pouvoir, mandatement des responsables pour la coordination et la gestion courante, mais refus de la délégation du pouvoir sur les grandes décisions, et donc démocratie directe. Cette démocratie directe repose sur 3 points. Primo, une fédération des territoires. Secondo, des assemblées populaires. Tertio, un mandat impératif, en lien avec les structures autogestionnaires présentes au sein des unités de travail. La fédération des territoires, cela signifie que la société est structurée à partir des communes, puis des régions, parce qu'elles sont les espaces les plus directement contrôlables par la population. Les régions fédérées ne reproduisent pas nécessairement le découpage des anciennes régions administratives. L'important est qu'elles atteignent une autonomie productive en matière agricole et industrielle pour permettre un maximum d'échanges en circuit court. Le communisme libertaire vise une fédération universelle des régions, par-delà les frontières linguistiques. Cette fédération se donne des règles communes garantissant la protection de chaque individu et de chaque communauté. Le fédéralisme permet d'éviter les 2 écueils que sont le centralisme bureaucratique d'une part et l'atomisation de la société d'autre part. C'est l'équilibre entre l'initiative et l'autonomie des unités fédérées et la solidarité entre toutes et tous. C'est la mutualisation des moyens et la structuration des services publics interrégionaux. C'est une interdépendance sans hiérarchie où, sur les questions communes, les choix collectifs sont faits et appliquée par toutes et tous. Le fédéralisme implique une conception ouverte de la société comme lieu où chercher l'équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, sans jamais réduire l'un à l'autre. Les assemblées populaires sont la cellule démocratique de référence. Elles ne signifient pas un assembléisme perpétuel, obligeant tout un chacun à passer sa vie en réunion pour contrôler chaque détail de la vie de la cité. Ne pouvant rassembler dans un même laps de temps qu'une fraction de la population, les assemblées doivent être une arène où se discutent les grands projets. Une étape démocratique avant qu'une consultation formelle de la population, à chaque échelon pertinent, tranche entre les grandes orientations en concurrence. C'est également dans ces assemblées populaires que sont mandatés et éventuellement révoqués les délégués qui forment les conseils des communes, des régions, de la fédération. La démocratie directe implique la liberté d'expression et d'organisation, la liberté des cultes, la liberté de la presse. Des courants de pensée organisés peuvent défendre leur point de vue et nourrir le débat, mais les délégués sont mandatés collectivement. Une fois désignés, ils et elles doivent appliquer les décisions collectives et non celles de leur tendance. Le mandat impératif, cela signifie que les délégués au conseil des communes, des régions ou de la fédération ne sont pas élus sur un programme et des promesses avec un mandat délégataire. Ils et elles sont choisis en fonction de leur intégrité et de leurs compétences pour coordonner la mise en œuvre des décisions collectives, dans le cadre d'un mandat impératif et révocable, où le fond ne change pas, mais où la forme peut évoluer en fonction des arguments.
La démocratie fédéraliste autogestionnaire représente une forme radicalement nouvelle de pouvoir collectif en rupture avec la division gouvernant-gouverné, avec la coupure État-société et avec tous les systèmes de classe. Chacune et chacun étant associé à ce pouvoir collectif, le gouvernement descend dans l'atelier et dans la commune. C'est l'autogouvernement de la société qui répond à l'autogestion de la production. L'autodéfense de la société. La nécessité de défendre la société nouvelle de ses ennemis intérieurs et extérieurs implique des formes d'autodéfense devant lesquelles les révolutionnaires ne peuvent reculer. Au moins durant une première phase de la Révolution, la persistance des tares de la société, violences racistes, homophobes, sexistes, déprédations et crimes environnementaux, nous contraint à une profonde réflexion en vue de l'établissement d'un droit émancipateur et d'une justice réhabilitatrice et réparatrice. Cependant, les structures d'autodéfense et de justice de la société devront être étroitement liées à la population et contrôlées par les conseils, en rupture complète avec les organes répressifs de l'ancienne société. Les risques de militarisation ou d'ordre policier sont évidents dans une période révolutionnaire et exigent une vigilance aiguë. La finalité du communisme libertaire, c'est une société débarrassée de l'emprise militaire et policière.